Ce livre de philosophie est proprement grandiose. Il parachève une très longue marche philosophique, plus de 30 ans, en établissant que les vérités sont immanentes à l'absolu, en sorte de soutenir finalement les trois propositions suivantes. Quoiqu'ayant un berceau, les vérités accèdent à l'universalité. Quoiqu'ayant une date de naissance, les vérités accèdent à l'éternité. Quoiqu'étant spécifiques, les vérités accèdent à l'absoluité. Et bien sûr, comme on s'en doute, c'est précisément parce qu'elles ont un berceau et une date de naissance et parce qu'elles sont spécifiques que les vérités peuvent inventer de tels accès. D'où la hauteur des défis que ce livre pose aux intellectualités non philosophiques, militantes, artistiques, scientifiques et amoureuses, pour dialoguer avec la pensée philosophique qui s'y déploie. Je rappelle les trois grands volets de ce couronnement. Premièrement, une critique philosophique de l'oppression constructiviste par recouvrement finitiste. Deuxièmement, un mathème philosophique des accès immanents à l'absolu via ses attributs. Troisièmement, une théorie philosophique des œuvres de vérité. Penser par soi-même, à partir de ce grandiose panorama, nécessite de tracer un chemin de pensée qui évite deux écueils symétriques. La voie droitière du philosophème et la voie gauchiste de l'antiphilosophie. Ces deux voies ont en commun de défaire l'unité dialectique entre énoncé et énonciation philosophique. La voie de l'antiphilosophie tient que l'énoncé philosophique est abstraitement général, car non gagé sur une énonciation existentielle du philosophe, et qu'il convient donc de s'en détourner pour mieux s'engager dans l'existence subjective, concrète et spécifiée. La voie du philosophème sépare l'énoncé de sa position philosophique d'énonciation pour mieux le mettre, sans prétention particulière, en circulation dans le tout autre domaine d'énonciation, lors même que l'énoncé philosophique n'équivaut pas à l'énoncé mathématique intégralement transmissible. Les deux voies s'accordent donc pour traiter l'énoncé philosophique en soi, en autonomie de toute position subjective d'énonciation, que ce soit en le récusant comme abstraction stérile pour l'existence concrète et singulière, ou en le fétichisant pour mieux le transférer aveuglément. Penser par soi-même, à partir de ce livre de philosophie, implique un tout autre type de travail. D'abord, se plonger dans la philosophie en question, donc faire de la philosophie en intériorité à ce livre. Ensuite, éprouver l'édification du discours philosophique à partir de ses conditions propres, essentiellement ici la mathématique des grands cardinaux, et pour cela faire des mathématiques en intériorité. Enfin, et c'est bien sûr le plus dur, dégager ce qu'un militant, un musicien, un amant ou un mathématicien peuvent retenir de tout cela, formuler à quoi un tel propos philosophique peut servir. Pour cela, il faut réénoncer, plutôt que transférer, transposer ou traduire, réénoncer cette fois en immanence à de toute autre logique subjective que philosophique, ce dont il est question pour soi dans la philosophie en question. D'où mon plan, d'abord, examiner les motifs proprement mathématiques de ce livre à la lumière des transformations apportées à l'examen philosophique de la théorie des grands cardinaux depuis le séminaire 1987-1988 consacré à l'orientation de pensée transcendante. Ensuite, examiner les mobiles proprement philosophiques de ce travail. J'examinerai de plus près les rapports entre énoncé et énonciation philosophique à la lumière de la dialectique sartrienne des motifs et des mobiles. Enfin, avancer une reformulation de ce que tout ceci peut apporter à des intellectualités non philosophiques. Je le ferai en rethématisant cette philosophie de l'absolu comme théorie du « il y a » qui encourage la déclaration émancipatrice générale, non spécifiquement philosophique, « il n'y a pas que ce qu'il y a ». Première partie. Le parcours philosophique de ce livre est mathématiquement conditionné par cette branche particulière de la théorie des ensembles qui se nomme théorie des grands cardinaux. La constitution d'un mathème philosophique adéquat au projet général couvre ainsi la partie centrale du livre. Je voudrais l'éclairer systématiquement en comparant ce qu'Alain Badiou en disait en 87-88 et ce qu'il écrit 30 ans plus tard. Pour cela, 3 livres mathématiques de référence. Le premier, qui est celui de Frank Drake, qui était la référence du séminaire de 87-88. Le second, celui de Calamori, est la référence de l'immanence des vérités. Et j'y ajoute, en le conseillant, le troisième, écrit en français de Dehors-Noix, qui vient de sortir, et qui couvre la totalité de la théorie des ensembles de manière claire, argumentée et détaillée.
Le séminaire de 87-88 s'inscrivait à l'ombre de l'être et l'événement et de sa manière de distinguer trois grandes orientations dans la pensée, constructiviste, transcendante et générique, selon le rapport que chacune entretient à l'excès errant de l'ensemble des parties. L'orientation de pensée constructiviste tend à contrôler cet excès par le bas, l'orientation de pensée transcendante par le haut, quand l'orientation de pensée générique s'installe avec confiance dans son errance intrinsèque. L'examen à l'époque de la théorie des mathématiques des grands cardinaux se déroulait donc à la lumière de ces trois grandes orientations. On peut formaliser leur rapport différenciant selon ce petit hexagone logique des oppositions bâti autour des différents traitements ontologiques de l'excès de l'ensemble des parties sur le parti. Je l'ai mis au centre. René Guittard montre qu'un hexagone comme ça, en fait, est un nœud borroméen autour justement de son centre. Je ne le détaille pas. On peut rapidement commenter ce diagramme selon le vocabulaire deleuzien en posant que l'orientation constructiviste est la synthèse conjonctive de l'immanence et de la finitude. Vous faites pareil avec les autres sommets. Que les sommets comme l'immanence sont des synthèses disjonctives des orientations constructivistes et génériques. Vous faites pareil avec les trois autres sommets. Et que les flèches constituant les côtés de l'hexagone formalisent des synthèses conjonctives du type si constructivisme, alors finitude et alors immanence. À l'époque, la ligne de partage donc entre les orientations se dessinait au regard de l'excès de l'ensemble des parties sur l'ensemble des éléments. L'adversaire principal était alors l'orientation de pensée constructiviste, qui s'attachait à réduire l'excès par le bas, par un contrôle langagier, tatillon et maniaque. L'orientation de pensée transcendante, qui préférait le contrôler globalement par le haut, apparaissait alors un adversaire plus secondaire, en raison de sa faiblesse intrinsèque et du caractère moribond de la théologie contemporaine. Posons cette métaphore politico-militaire. Le théorème de Cohen, réfutant l'hypothèse du continu et démontrant que l'excès des parties sur l'ensemble était sans mesure, dégageait une sorte de zone libérée pour la pensée du générique. L'organisation de cette zone libérée se déployait contre l'ennemi principal, le constructivisme, et pouvait alors se satisfaire d'un provisoire front uni avec l'orientation de pensée transcendante, laquelle ne s'attachait pas tant à réduire cette zone libérée, mais plutôt à la noyer dans une hiérarchie ascendante indéfinie. D'où la tactique philosophique adoptée à l'époque, défendre la zone libérée contre son grignotage constructiviste par le bas et la consolider contre son immersion dissolvante dans une hiérarchie ascendante de l'inaccessible. Figurons la hiérarchie ascendante des grands cardinaux comme le font spontanément les mathématiciens en une échelle de Jacob. Voici à gauche celle de 87-88 qui est tirée de Drake. Examiner l'orientation de pensée transcendante, tel était l'objet propre du séminaire en question, passait par l'examen détaillé de cette hiérarchie ascensionnelle dont le premier pas consistait en l'existence de cardinaux inaccessibles. On vient de nous en parler. Ceci conduisait plus techniquement à l'époque à distinguer 5 voies, et non pas 4, alors dites ascensionnelles, opératoires, hiérarchiques, partitives, structurales et expansives. À l'époque, l'exploration ascensionnelle était guidée par 2 vastes principes, l'un de répétition, l'autre de réflexion. Le principe de répétition examine comment le pas franchi par l'axiome d'infini à partir du fini ordinaire peut être répété à partir de l'infini, en sorte qu'un nouvel infini plus grand soit ainsi au premier infini ce que l'infini plus petit était au fini. Avec l'idée que le nouvel infini donc sera à l'infini plus petit ce que cet infini plus petit est au fini. Avec cette idée, on voit poindre l'idée ultérieure de finitisation. Le nouvel infini finitise l'infini plus petit en faisant son fini à lui. Le principe de réflexion dégage, lui, un cardinal suffisamment grand pour réfléchir intérieurement l'intégralité d'un type intérieur d'infinité. Par exemple, un cardinal de Malo, K, réfléchit les inaccessibles en ce qu'il existe K cardinaux inaccessibles inférieurs et donc intérieurs à lui. Autre manière donc de finitiser les infinis précédents, en les tenant pour si petits qu'il y en a autant que d'éléments. Le point très frappant de cette investigation philosophique est qu'elle s'est suspendue sans clairement se conclure. Au terme du séminaire, le 28 mai 1988, Alain Badiou, ici présent, disait ainsi de cette branche la plus complexe de la théorie des ensembles, « Il n'y a pas de moment de conclure.
Il s'agit en cette théorie d'un donjuanisme de l'être, d'un champ où règne l'irrésolution d'un grand désir, d'un embourbement et d'une exégèse infinie. Nous sommes en 1988. D'un point de vue rétroactif, plusieurs traits apparaissent aujourd'hui plus clairement. La hiérarchie fini-infini était alors partagée en 3 domaines. Donc c'est le schéma de droite, ici, que je suis. Celui du fini, tout en bas, celui de l'infini dénombrable, d'un côté, celui ensuite de l'infini continu, entre les 2 barres, qu'on dira petit infini, et celui des grands infinis inaccessibles, tout ce qui est au-dessus. Le domaine intermédiaire, celui de l'infini continu, constituait alors, pour la pensée philosophique, ce que j'ai appelé cette zone libérée, qu'il s'agissait de consolider contre son grignotage constructiviste par le bas. Le domaine supérieur, celui de l'orientation de pensée transcendante, était massivement exploré sous le schème kierkegaardien de la réduplication, transcender la transcendance. Au total, la hiérarchie des grands cardinaux, chasse gardée à l'époque de l'orientation de pensée transcendante, n'était pas à l'époque donc en état de conditionner la philosophie d'Alain Badiou. En 2018, le champ de bataille se trouve désormais bouleversé. Pour le formuler d'un mot, il ne s'agit plus de consolider et défendre tactiquement une zone libérée, celle des petits infinis, mais bien d'engager un combat stratégique sur l'univers complet des infinis et donc essentiellement des grands infinis. Cette nécessité stratégique tient au développement du combat contre l'orientation de pensée constructiviste devenue hégémonique. Le premier bloc de l'immanence des vérités détaille cet impératif de combattre l'oppression finitisante si l'on veut soutenir l'émancipation œuvrante. Le point essentiel est le suivant. Combattre l'orientation constructiviste implique de s'émanciper non tant du fini quantitatif, mais de la finitude, c'est-à-dire d'une finitisation généralisée de toute nouvelle possibilité infinie. En effet, l'essence finitisante du constructivisme apparaît désormais comme n'étant plus seulement un grignotage de l'infini par le bas, une prise de contrôle progressif du territoire par un laborieux échafaudage langagier, mais plus essentiellement comme étant un recouvrement par le haut, en sorte que l'orientation de pensée constructiviste s'affirme ainsi comme rivale des méthodes propres à l'orientation de pensée transcendante. En quelque sorte, le constructivisme s'attaque désormais à la pensée émancipée des vérités possibles en l'enserrant dans une tenaille, grignotage par le bas, recouvrement par le haut. Voici donc le nouveau champ de bataille stratégique depuis considérablement étendu par la mathématique et désormais intégralement investi par la philosophie d'Alain. Je compare ici à gauche l'échelle de Jacob chez Drake en 1974, puis celle de Kanamori à droite en 1997-2009. On voit tout de suite la différence. La première est sans terme vers le haut, quand la seconde, au demeurant dotée de beaucoup plus de barreaux d'échelle, et on vient de nous en rappeler qu'il y en avait encore bien d'autres, se trouve désormais verticalement bornée par l'inconsistance 0 égale 1. Voici comment la philosophie de l'immanence des vérités va l'investir selon 4 types d'infini. Je compare donc l'échelle de Jacob de Kanamori à celle de droite avec les 4 types d'infinité qui nous ont été rappelés. Bien sûr, je n'ai pas le temps de le détailler, mais vous voyez comme ça un peu l'architecture. Et voici donc maintenant la comparaison synthétique, alors je vous accorde que le tableau est assez complexe, des 2 échelles badiouiennes à 30 ans de différence. À gauche, vous avez celle de 88, à droite, celle de 2018. Je vous ai un petit peu agrandi les détails. Je tiens tout ça à la disposition, le texte est écrit à la disposition de qui me le demande et je le mettrai sur le site. Évidemment, il est hors de question de détailler tout cela. Quelques rapides commentaires malgré tout. On peut lire sur ce vaste diagramme la longue marche stratégique dont il est question dans mon titre. Elle part de la zone libérée du bas pour accéder finalement à une pensée du lieu absolu V tout en haut, qui va autoriser, ça c'est le point fondamental, une redescente vers les procédures de vérité. Par quel terme? Par les plongements élémentaires, et je vais vous en parler un peu plus. La réorganisation générale de cet univers sous le signe d'une émancipation par accès à l'absolu a plusieurs conséquences. Techniquement, d'abord, les 5 voies de 88 se réduisent désormais à 4 types d'infini par suppression de la voie hiérarchique attachée aux cardinaux de Malo, cette voie que j'ai aussi appelée voie de la réduplication et qui épinglait un trait central de l'orientation de pensée transcendante, transcender la transcendance en une ascension sans fin. Autre aspect, la hiérarchie est désormais clairement verrouillée par le haut, selon un point précis, la borne de Kunen, dont il a été question.
L'augmentation de la taille des cardinaux peut certes se poursuivre indéfiniment, mais un point précis d'inconsistance est désormais clairement identifiable tout en haut de l'échelle. Autre point, alors que l'exploration de 88 procédait essentiellement par ascension, à partir d'Aleph 0 ou de oméga, répétition et réflexion vers le haut, vers un terme non fixé, l'exploration de 2018, verrouillée par le haut en V, procède par redescente, à commencer par les plongements élémentaires à partir de V de l'absolu. Enfin, l'orientation de pensée transcendante est désormais comme épongée par une laïcisation intégrale de son espace propre de déploiement, les grands infinis. L'orientation de pensée transcendante n'est plus comme un poisson dans l'eau des grands cardinaux. Disons que l'appropriation émancipée de cet univers prend acte du fait que Dieu est bien mort pour la pensée et que, concomitamment, l'orientation de pensée transcendante est moribonde. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'aujourd'hui se cherchent des choses plutôt du côté du divin plutôt que de la question de Dieu. Je laisse cette question en suspens. Il n'est pas question de thématiser ici en détail ce champ stratégique de bataille. Indiquons quand même que les quatre notions clés qui ont été rappelées tout à l'heure périodisent l'échelle de Jacob, celle d'inaccessibilité, qui signe l'entrée dans les grands infinis par l'introduction nécessaire d'axiomes supplémentaires, à ceux de ZFC, celle de compacité ensuite, celle de ultrafil qui introduit à la notion de mesurabilité. Badiou la rénomme complétude, moi je suis plus à l'aise avec mesurabilité, bon je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et puis enfin celle de plongement élémentaire tout en haut, qui va constituer l'apport stratégique de l'immanence des vérités. Je voudrais mettre maintenant l'accent sur ce point ultime de rebroussement, dans cette longue marche. Rebroussement, on monte et c'est là, à partir de là qu'on va redescendre. Car la notion mathématique de plongement élémentaire va constituer le mathème philosophique de l'immanence des vérités à l'absolu. Qu'est-ce qu'un plongement élémentaire ? Alors, pour mettre à plat cette notion mathématique, alors là aussi, vous affolez pas, je ne vais pas avoir le temps de vous le détailler, je tiens ça par écrit, je vous le commente rapidement pour vous donner envie d'aller y voir de plus près. Pour mettre à plat cette notion mathématique, je distingue systématiquement les ensembles et les classes, les ensembles en bleu et les classes à droite. Regardez le schéma là-haut. L'enjeu de cette distinction est capital. Il est au principe de la distinction qui va nous occuper ensuite entre « il existe » et « il y a ». En effet, mathématiquement dit, il existe des ensembles, mais il y a des classes. On ne dit pas qu'il existe des classes. Et la dialectique de ces deux modalités rationnelles de prise en compte, on peut le dire pour simplifier, il existe des objets et il y a des choses, quelque chose comme ça, est au cœur de notre investigation. Alors, l'édification générale de la notion de plongement élémentaire peut se faire par 14 étapes. Ici, je n'ai pas le temps de vous les présenter. Je vous en résume l'architecture, enfin quelques principes. D'abord, l'idée du plongement élémentaire, comme vous le voyez figuré ici, là par cette flèche encourante, retourne donc la montée sans fin vers l'absolu et par là va autoriser un retour en vérité vers la caverne du fini. Évidemment, l'image de la caverne platonicienne s'impose. L'opération du plongement élémentaire est bâtie grâce à l'existence fondamentale d'un ultrafiltre non principal, cal complet, dont le principe, finalement assez simple à mon avis, c'est de dichotomiser dans une situation ce qui importe vraiment et ce qui peut être tenu pour négligeable. C'est à ça que sert fondamentalement un ultrafiltre. Ce qui est très intéressant, c'est que ça le dichotomise, c'est-à-dire soit c'est très important, donc ça vaut presque tout, voilà, soit finalement c'est presque pas et ça compte pour du beurre. On démontre alors qu'il y a de tels plongements élémentaires non triviaux grâce à des fonctions que l'on va rendre réversibles, techniquement en les rendant surjectives sur la classe V des ensembles. Ce qui va permettre de démontrer qu'il y a alors bien des singularités M, les attributs de l'absolu, qui sont à la fois internes à V et en surplomb sur les propriétés des éléments V. Ça, je vais y revenir. La caractéristique de M est en fait d'être une caractéristique de singularité au sens mathématique d'Hironaka. Ce parcours à la fois complexe, 14 étapes, mais en fait assez simple, parce que chaque étape est très claire, pivote autour de 7 points suivants. Il y a un cardinal mesurable. Un cardinal mesurable est caractérisé par le fait qu'il y a un ultrafiltre. L'ultrafiltre est intéressant parce que c'est un opérateur cohérent et complet de dichotomisation, de séparer ce qui compte de ce qui ne compte pas. Il y a ensuite une corrélation établie entre les ensembles qui existent et les classes qu'il y a par des fonctions. Là, c'est la particularité de la chose.
À partir de là, on travaille sur des classes d'équivalence de ces fonctions. Ça entraîne des ultra-produits et des ultra-puissances. Et à partir de là, on peut inverser l'orientation fonctionnelle qui montait pour la faire redescendre en sorte de générer le plongement élémentaire. On double alors l'ultra-puissance. Alors c'est là où intervient de manière un peu plus technique l'intervention du Mostovski et on crée le modèle isomorphe M, et on le donne des propriétés adéquates pour en faire un attribut. Je vous donne l'architecture générale. Bon, alors là, j'ai la chose détaillée sur le truc de droite, je le saute, évidemment. Donc tout ceci se résume dans le diagramme de droite, et donc par le tableau et par le mathème philosophique en bas, qui est donc, il existe un cardinal mesurable ou complet doté donc d'un ultrafiltre, tel qu'il y a une classe M qui est intérieure à V, qui est transitive, tel que ce M soit modèle de V, modèle intérieur de V, et tel qu'il existe un plongement élémentaire, c'est-à-dire une sorte, on va dire, de fonction de V dans M, qui est non trivial, c'est-à-dire qui fait que M, en un point critique, est différent de V. Alors, si on résume les 4 attributs de l'attribut M, c'est-à-dire les attributs de ce que Alain appelle l'accès à l'absolu. M est une sous-classe transitive bien fondée de M. On a donc une propriété d'immanence globale de M à V. Deuxièmement, M est un modèle de V intérieur à V. Cette fois, c'est une propriété d'expression ou de participation ou d'imitation. Ensuite, il y a un plongement élémentaire de V dans M. Donc cette fois, c'est un effet de localisation. Et quatrièmement, ce plongement élémentaire est non trivial, c'est-à-dire c'est une création différenciante. Au total, l'accès à l'absolu se fait donc en immanence à la fois globale, expressive, localisante et différenciante. Alors cette immanence feuilletée va être au principe de ce que je vais appeler ensuite les deux dalles de l'immanence. On remarque donc que tout attribut de l'absolu constitue ce faisant une singularité, je vous l'ai annoncé. Ce point est mis en évidence dans le livre de Dehornoy de la manière suivante. On a le paradoxe suivant, M est simultanément plus petit que V, puisqu'il est un modèle intérieur de V, et en même temps plus gros, puisqu'il constitue une sorte d'extension de V, la copie de V, que justement, puisque le plongement élémentaire de V se trouve dans M. Donc M est doté d'une structure qui rend indiscernable deux tendances orthogonales contradictoires, plus petit et intérieur. Donc le plongement élémentaire constitue M en singularité, mais cette fois pris au sens d'Hironaka. On en conclut que le processus d'une vérité se déploie entre deux singularités. La singularité de l'événement premier dont la vérité procède et la singularité de l'attribut qui donne à la vérité un accès à l'absolu. Et, corrélativement, que tout sujet s'avère un processus qui s'affirme entre deux inconsistances, celle de l'événement, l'inconsistance de l'auto-appartenance, et celle de l'absolu et de ses attributs, la logique des classes strictes. Alors, j'en ai fini avec les mathématiques, je passe à la philo. Nous venons de voir comment ce livre soutient la proposition philosophique suivante. La mathématique des grands cardinaux nous autorise à penser rationnellement et dans les conditions de notre temps l'accès immanent des vérités à l'absolu, donc la manière dont les vérités peuvent avoir accès à l'absoluité, comme elles ont également accès à l'universalité et à l'éternité. Comme on vient de le voir, cette conclusion se trouve philosophiquement motivée par une théorie mathématique. Mais qu'en est-il de l'intérêt proprement philosophique ainsi porté au concept d'absolu ? Finalement, en quoi l'accès des vérités à l'absolu intéresse-t-il cette philosophie ? C'est ici que la question spécifique de l'énonciation philosophique fait retour sur la figure de l'énoncé. En effet, c'est une chose d'énoncer philosophiquement, en le motivant mathématiquement, qu'il y a accès immanent des vérités à l'absolu. Mais c'en est une autre que de dégager l'intérêt proprement philosophique d'un tel énoncé. En un sens, répondre à cette question est ce à quoi va s'employer en détail la troisième grande partie du livre, en déployant une théorie philosophique systématique des œuvres en vérité. Je ne vais pas aujourd'hui l'examiner en détail, mais je voudrais éclairer cette dialectique de l'énoncé et de l'énonciation philosophique à la lumière de la dialectique sartrienne des motifs et des mobiles. Rappelons le principe de cette dialectique que l'on trouve dans l'être et le néant. Le plus simple, c'est de repartir de l'exemple pris par Sartre, la conversion de Clovis au catholicisme, comme la conversion de Badiou à la théorie des grands infinis. Si tu me permets. Je permets. Merci.
Si Clovis se convertit au catholicisme, c'est qu'il voit là une occasion, je cite Sartre, évidemment, si Clovis se convertit au catholicisme, c'est qu'il voit là une occasion de se concilier les bonnes grâces de l'épiscopat tout-puissant en Gaule. On notera que le motif se caractérise de ce fait comme une appréciation objective de la situation. Toutefois, cette appréciation objective ne peut se faire qu'à la lueur d'une fin présupposée et dans les limites d'un projet du pour soi vers cette fin. Pour que la puissance de l'épiscopat se révèle à Clovis comme motif d'une conversion, c'est-à-dire pour qu'il puisse envisager les conséquences objectives que pourrait avoir cette conversion, il faut d'abord qu'il ait posé comme fin la conquête de la Gaule. Si nous supposons d'autres fins à Clovis, il peut trouver dans la situation de l'épiscopat des motifs de se faire arien ou de demeurer païen. Nous appellerons donc motif la saisie objective d'une situation déterminée en tant que cette situation se révèle à la lumière d'une certaine fin comme pouvant servir de moyen pour atteindre cette fin. Le mobile, au contraire, est considéré ordinairement comme un fait subjectif. C'est l'ensemble des désirs, des émotions et des passions qui me poussent à accomplir un certain acte. Et Sartre, de prolonger un petit peu plus loin, reste à expliquer la relation des motifs au mobile. Il s'agit de deux couches de signification radicalement différentes. Le mobile ne peut agir que s'il est repris. Reprenons ça en le simplifiant. La motivation corrèle des motifs à des buts spécifiques, quand la mobilisation subjective ces buts objectifs comme fin désirable. La mobilisation subjective donc une motivation objective. L'énoncé motivé des objectifs se soutient d'une énonciation qu'il est subjective, mais point essentiel, cette énonciation subjectivement constituante de l'énoncé ne se donne comme telle que rétroactivement. Elle n'est mise au jour que par rétroaction des effets de l'énoncé dans une reprise mobilisatrice du mobile selon ses conséquences. Transposons. On peut transposer puisqu'on est à l'intérieur de la philosophie, donc je ne fais pas du philosophème. L'énoncé philosophique, il y a de possibles accès des vérités à l'absolu, motive l'objectif de l'absolu. Mais quelle énonciation philosophique sous-tend cet énoncé et mobilise cet objectif? Prosaïquement dit, à quoi bon philosophiquement cet accès à l'absolu? À quelle fin subjective pour le philosophe? Au cours de ce livre, l'énonciation philosophique est mise au jour dans la troisième partie. Cet accès à l'absolu constitue une fin philosophique en ce qu'il autorise tout autre chose qu'une simple contemplation de l'absolu ou qu'un anéantissement subjectif de type mystique, en ce qu'il dégage la possibilité philosophique des œuvres en vérité. Il s'avère ainsi que l'intérêt philosophique du mathème, il y a des accès immanents à l'absolu, et qu'il peut exister des œuvres en vérité, témoignant de manière inventive de différents accès à l'absolu par ses nombreux attributs. On dira alors, avec Sartre, que la motivation philosophique du mathème est enveloppée d'une mobilisation philosophique concernant l'existence inventive d'œuvres en vérité. L'énoncé du mathème, sur les attributs accès à l'absolu, est subjectivé, mobilisé, selon une énonciation ayant pour horizon la puissance créatrice des œuvres en vérité. Ou encore, le motif objectif, il y a des attributs à l'absolu, se renverse dans le mobile subjectif, il existe des œuvres en vérité. À commencer bien sûr par l'œuvre mathématique, tout particulièrement celle qui a motivé l'énoncé philosophique, la théorie mathématique des grands cardinaux. Cette torsion rétroactive dote la philosophie en question d'une structure en bouteille de Klein, puisque la condition d'entrée en philosophie, l'existence ici d'une mathématique en vérité conditionnant la philosophie, va se retrouver en conclusion intérieurement déduite par la problématique des œuvres en vérité, et y compris des œuvres mathématiques en vérité, bien sûr. Où l'on voit qu'en s'engageant dans une théorie générale des œuvres en vérité, la philosophie engage ainsi une torsion susceptible d'endogénéiser son conditionnement. La bouteille de Klein, par exemple celle des livres sur l'inesthétique ou la métapolitique d'Alain Badiou, constitue ici l'alternative au péril d'une suture de la philosophie à ces conditions, puisque cette torsion endogénéise non pas ces conditions, mais leur mode propre philosophique de conditionnement, c'est-à-dire endogénéise ce que conditionnement veut dire pour la philosophie. Ceci nous engage alors dans ce que j'appellerais les dédales de l'immanence. On les a déjà abordés quand on a détaillé les attributs des accès à l'absolu. On retrouve ces dédales dans le titre même de l'ouvrage qui nous occupe. En effet,
De quel génitif s'agit-il exactement dans l'immanence des vérités? S'agit-il d'un génitif objectif, l'immanence aux vérités, ou d'un génitif subjectif, l'immanence qu'ont les vérités? Il s'agit clairement ici d'un génitif subjectif, puisqu'il s'agit de soutenir que les vérités sont immanentes à l'absolu. Mais, puisque ces vérités conditionnent la philosophie, cette philosophie n'est elle-même pas immanente aux vérités qu'elle constate immanentes à l'absolu. D'où son mobile proprement philosophique, démontrer philosophiquement que le conditionnement de la philosophie par des œuvres en vérité, qui ne lui sont pas immanentes, autorise cependant de penser philosophiquement l'inventée conditionnante de ces mêmes œuvres en vérité, et par là, démontrer que la philosophie peut réfléchir son conditionnement en l'endogénisant. L'endogène philosophique vient ici se substituer à une impossible immanence philosophique aux vérités. C'est très exactement en ce point précis, où l'immanence d'une vérité particulière se trouve doublée d'une endogénéité philosophique, en bouteille de Klein, que s'engage le dialogue entre intellectualité spécifique et philosophie. Je réserve le détail de ce dialogue aux journées magnifiques que l'on compte organiser en juin prochain à l'IRCAM sur l'immanence des vérités. Et au passage, j'invite toute personne qui serait intéressée par y intervenir à se signaler, puisqu'on va consacrer 2 journées à ça dans le cadre du Festival Manifeste de l'IRCAM. On va j'y traiterai plus en détail ça. Mais indiquons d'ores et déjà quelques termes possibles de ce dialogue. Une intellectualité non philosophique peut difficilement s'approprier l'énonciation philosophique, c'est-à-dire épouser la motivation propre du philosophe, et ce pour une raison finalement très simple. La mobilisation subjective proprement philosophique se fait en surplomb des procédures de vérité, quand celle du musicien, du militant, de l'amant ou du mathématicien se fait en intériorité. On l'a rappelé, la philosophie n'est pas immanente aux différentes vérités dont elle dégage les possibilités d'immanence à l'absolu, quand, par définition, le musicien, le militant, l'amant ou le mathématicien se mobilisent en immanence à une procédure particulière, en sorte que pour lui, c'est cette vérité qui importe vraiment et guère les autres, et qu'elle lui importe en intériorité, non en surplomb. Où l'on retrouve nos dédales de l'immanence, au passage, puisque l'immanence avance tantôt sous la forme de l'accessible, tantôt sous celle de l'endogène, tantôt dans la modalité d'une intériorité, et chacune de ces figures, on l'a vu, peut être globale, expressive, localisante ou différenciante. Ces considérations générales prennent un tour très concret dès qu'on approche des opérations subjectives effectives. Prenons pour cela l'exemple, évidemment, il faut que je le prenne, du merle noir de Messiaen. C'est une chose de dégager la capacité d'Olivier Messiaen d'imiter musicalement le merle, quand le merle, lui, ne sait que chanter que comme un merle. Sauf que cette capacité est celle du musicien, plutôt que de la musique proprement dite. S'il est vrai qu'en un sens, la musique ne sait rien de l'existence d'un oiseau, et la musique ne sait rien de l'existence du titre qu'un musicien vient lui donner en totale extériorité, en extériorité langagère. Si bien que, musicalement pensé, en intériorité donc à ce qu'est la musique, l'imitation, dont il est vrai qu'il est question ici à l'initiative du musicien, ne deviendra réellement musicale que lorsqu'elle sera convertie en catégorie musicale, c'est-à-dire en capacité de la musique à s'imiter elle-même, et non plus en la capacité du musicien à imiter l'oiseau, dont la musique n'a que faire. Une telle imitation, musicalement concrète, a un nom musical bien connu, c'est le canon. Et effectivement, on trouve dans le merle noir, à ce moment-là, un tel canon à l'œuvre au cours du développement musical qui met en rapport 3 voix, les deux voix du piano, la main droite, puis la main gauche, puis la flûte. Vue sous cet angle musical, la pièce de Messiaen sera alors plutôt vue comme une archive témoignant de la persistance, à dire vrai un peu néoclassique, de la figure imitative du canon dans la musique contemporaine, ce qui engage alors la question compositionnelle en de toute autre direction. Par exemple, qu'est-ce qu'il en est des transformations contemporaines de la notion musicale de voix? Qu'est-ce qu'il en est des nouvelles possibilités d'imitation musicale, du canon, etc. Suggérons également cet autre point, où la subjectivité d'une intellectualité en intériorité se distingue de la subjectivité d'une philosophie en surplomb. La philosophie privilégie les possibilités abstraites. J'entends par là celles qui existent indépendamment de toute effectivité éventuelle. Ainsi, la possibilité théorique des accès immanents à l'absolu ne préjuge nullement des possibilités de construction effective de tel ou tel accès. On dira donc qu'il s'agit en philosophie moins de possibilités comme telles que de réservoirs de possibles, ou de possibilités,
disons de potentialité. De son surplomb d'aigle, la philosophie discerne des potentialités. Mais les différentes intellectualités s'attachent plutôt aux possibilités effectives, qui ne sont discernables qu'en intériorité, disons par des castors cette fois. Pour une intellectualité en intériorité, la potentialité importe moins que la possibilité effective. En un sens, toute intellectualité s'attache à passer de la possibilité d'un « il y a » à la potentialité d'un « il y a » à la possibilité effective d'un « il existe ». Prenons ainsi l'exemple de Lénine en 1917, puisqu'il est pris dans le livre. Une chose est les potentialités révolutionnaires d'avril, que Lénine exilé peut soutenir en débarquant en Russie. Autre chose est la possibilité urgente de fin septembre, lorsque la crise est mûre et que Lénine bataille pour son effectuation immédiate. Dans le premier cas, il s'agit de réunir les conditions de possibilité pour une révolution bolchevique, à une époque où elle n'est pas encore mûre, en particulier parce qu'elle est encore très minoritaire, donc une révolution qui est potentielle. Fin septembre, les conditions de possibilité, en particulier un ralliement majoritaire aux idées bolcheviques, sont enfin réunies et il s'agit désormais d'effectuer cette possibilité. Tout de même, dans l'exemple pris tout à l'heure, l'intellectualité musicale privilégie l'effectuation musicale d'une possible imitation au potentiel général d'imitation que la nature peut mettre à la disposition du musicien. Mais, encore une fois, renvoyons à juin prochain l'examen plus détaillé de la troisième partie de ce livre, c'est-à-dire la question de savoir en quoi cette mobilisation philosophique sur les œuvres en vérité peut servir à leurs acteurs internes, et concluons plutôt sur la manière dont le mathème philosophique de l'accès à l'absolu peut d'ores et déjà servir aux militants, aux musiciens, aux amants et aux mathématiciens. Demandons-nous, qu'est-ce qu'une intellectualité spécifique peut faire du concept philosophique d'absolu, tel que motivé dans ce livre par la notion mathématique de plongement élémentaire non trivial? Je répondrai ici par la proposition synthétique suivante, qui évite le double péril du philosophème et de l'antiphilosophie. Cette longue marche grandiose nous aide tous à penser et à soutenir l'énoncé émancipateur « Il n'y a pas que ce qu'il y a ». Entendons pour cela cet énoncé de manière un peu plus détaillée. Il n'y a pas que ce qu'il y a, car il n'y a pas que ce qui existe déjà, que ce dont l'existence est déjà assurée. En effet, il y a aussi ce qui arrive et ce qui est possible. Autrement dit, il y a également les événements susceptibles de supplémenter l'existant et il y a les infinies possibilités qui ne tiennent qu'à des sujets de devenir effectifs. Où l'on retrouve que toute existence subjective se déploie tout entière entre deux advenus supplémentant l'existant, en amont, l'advenu de ce qui arrive, en aval, l'advenu de ce qui devient possible. Cet énoncé est émancipateur, car il déprend la pensée de l'oppression par le réalisme de l'existant, l'empirisme du répétable et le pragmatisme du « ce qui marche ». Cet énoncé est émancipateur car il met au poste de commandement les projets pour ajouter et adjoindre aux différents mondes ce qui pourra les étendre et les révolutionner. À proprement parler, cet énoncé n'est pas philosophique et peut donc être intérieur et commun à différents types d'intellectualité. Mais cette philosophie vient très heureusement consolider cet énoncé en raison de la dialectique serrée qu'elle met en œuvre à la lumière de la mathématique des grands infinis entre « il existe » et « il y a ». Et ce que Badiou appelle l'absolu désigne précisément ce réservoir prodigue des formes possibles de l'être qui ont l'éternité devant elles pour trouver leur universalité effective. Ainsi, l'absolu devient le nom même du lieu du « il y a », entend précisément qu'il ne se limite nullement au lieu du « il existe ». Cette idée neuve, grandiose en effet, résonne tout particulièrement bien dans la langue française, puisque l'absolu devient le nom du lieu auquel renvoie le pronom adverbiable « y » que j'ai souligné ici, dans l'expression française « il y a ». En effet, quand on dit par exemple « il y a l'humanité » ou « il y a la musique » ou « il y a l'amour », quel est cet endroit où reposent ces idées d'humanité, de musique, d'amour? Quel est le « y » du « il y a » si ce n'est cet absolu? C'est bien dans l'absolu qu'on peut penser qu'il y a le collectif, voire le groupe, infini des êtres humains, vivants, morts et à venir. Il y a le collectif infini des êtres, et à partir de là, il est possible de faire en sorte qu'il en existe, ici et maintenant, un détachement générique qui en témoigne.
Cette philosophie nous encourage donc à nous tenir en pensée inventive dans l'écart libérateur entre « il existe » et « il y a ». De cela, nous sommes redevables à cette philosophie et donc aussi au philosophe Alain Badiou qui en porte l'énonciation. Amicale limitation sur ce point quand même, ce n'est pas parce que la philosophie est bien pour tous que nous serions pour autant tous philosophes. J'ai essayé d'indiquer en quoi la subjectivité, la mobilisation et l'énonciation du philosophe sont en effet trop spécifiques. On ne saurait donc répondre au philosophème comme à l'antiphilosophie, à mon sens, par un tous philosophes, mais plutôt par l'articulation de deux positions, d'un côté tous travailleurs intellectuels, en intériorité à telle ou telle procédure, et d'un autre, effectivement, la philosophie pour tous. Cette philosophie qui opère comme ombre protectrice pour les pensées émancipatrices. Corrélativement, je pressens le prix qu'Alain a dû personnellement payer pour effectuer pendant des décennies ce grandiose travail dans une solitude philosophique d'autant plus grande que sa saga est totalement à contre-courant. Le prix courageusement payé pour une telle extimité aux procédures, cette extimité d'une bouteille de Klein qui figure encore une fois l'endogénisation d'un surplomb, a permis de constituer cette ombre protectrice que la philosophie procure désormais à notre énoncé « il n'y a pas que ce qu'il y a ». De cela, comme de tant d'autres choses qui nous sont généreusement prodiguées par ce livre et par son auteur, il me convient de dire merci. Je voudrais dire ici merci à tous ceux qui sont là aussi, merci à toi bien sûr, et merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui interviennent et qui viennent faire ce que j'ai appelé des déclarations. C'est important de savoir que, y compris ce qui se passe ici, est à sa manière une forme d'existence du « il y a le livre ». Voilà.